Bienvenue dans Fil Directeur, le podcast qui explore le métier de directrice et directeur d'hôpital autrement. Nous sommes la promotion des élèves directrices et directeurs Madeleine Riffaut et nous avons voulu créer un espace de dialogue, de réflexion et de découverte autour de l'innovation à l'hôpital. Nous sommes donc partis à la rencontre de celles et ceux qui agissent au quotidien pour réinventer l'hôpital. Professionnels de santé, chercheurs, cadres, patients, usagers, directeurs, leur voix dessine une vision nouvelle, humaine et audacieuse de l'hôpital. Ces voix, nous les avons réunies pour mieux comprendre comment se construit sur le terrain un hôpital plus juste, plus agile, au service des patients. Fil directeur, c'est un chemin, un lien entre les idées et les actions, un fil rouge qui relie l'engagement individuel aux transformations collectives. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Sérieusement, je suis pas certaine qu'on puisse innover à l'hôpital. L'innovation, c'est l'affaire de tous. Encore une jolie phrase pour l'innovation, ça. Juste, on n'a pas le choix. Il faut innover. Innover, c'est penser demain. Qu'est-ce que tu as vu, toi, concrètement ? C'est bon pour le patient, c'est bon pour le personnel, c'est bon pour les établissements. Il faut absolument en faire. C'est quoi l'innovation ? Bonjour à toutes et à tous, je suis Danae Bossan, élève directrice d'hôpital en stage extérieur à l'ARS PACA et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode consacré à l'innovation en santé, un sujet qui touche autant les professionnels de terrain que l'administration publique. Aujourd'hui, on va essayer de prendre un peu de hauteur, comprendre comment impulser l'innovation à l'échelle d'un territoire et voir en quoi l'administration peut devenir un véritable levier de transformation. Même si les ARS sont souvent perçues comme des structures de pilotage ou de régulation, elles sont de plus en plus des actrices de cette transformation. Leur rôle, c'est d'accompagner les établissements et les professionnels, de financer et de faire émerger les projets pilotes, mais aussi de créer les conditions pour que l'innovation circule, que les bonnes idées du terrain puissent être repérées, soutenues, évaluées et diffusées à l'échelle régionale. Pour en parler, nous recevons Yann Dubien, que je laisse se présenter. Bonjour, Yann Dubien, directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je suis directeur d'hôpital d'origine et j'ai une carrière qui a alterné entre des postes en cabinet ministériel et puis en établissement de santé. J'étais notamment directeur général du CHU d'Angers et du CHU de Bordeaux. Depuis 14 mois maintenant, je suis directeur général de l'Agence régionale de santé qui regroupe 6 départements dans le sud-est de la France. Merci pour cette présentation. Une première question pour vous, c'est quoi innover en santé ? Innover, c'est redonner du souffle à l'ensemble de notre vie quotidienne, mais également à notre système de santé et système médico-social. On parle beaucoup de crise, de fatigue, de perte de sens, mais innover, c'est rouvrir le champ des possibles. Parce que quand on innove, on agit, on remet les professionnels en mouvement, on crée de la motivation, de la joie, de la fierté au sein des équipes, même si ça fait peur. Alors, aujourd'hui, l'innovation, elle ne se résume pas à l'innovation technologique. Certes, elles existent, les innovations technologiques et thérapeutiques d'ailleurs. Au-delà des innovations technologiques, il y a les innovations organisationnelles. Prends l'exemple des CPTS et de tout ce que nous faisons dans le cadre des GHT pour les hôpitaux publics, mais CPTS pour les soins de ville, la médecine de ville, qui est extrêmement importante, avec un lien évidemment qu'on doit faire entre les deux. Avec aussi une évolution qui est assez importante, qui montre bien qu'aujourd'hui, on est passé de l'hôpital à l'organisation des soins, au territoire. Et cette coopération, elle doit se faire à tous les niveaux. Troisième innovation, c'est les innovations sociales et méthodologiques. Il faut associer les patients, ça on le fait déjà depuis un moment, mais ça a bien évolué. Et il faut transformer la relation de soins. Puis quatrième innovation dont je voudrais parler un petit peu, on en parle souvent moins, mais elle est intéressante, c'est l'innovation managériale. On parle du modèle de Valenciennes, de lean management, on parle de qui doit diriger quoi dans un établissement de santé, est-ce que c'est les médecins, est-ce que c'est les directeurs. Je pense que ce qui compte en matière de management, c'est de s'adapter à la réalité sociologique de nos professionnels de santé, de nos professionnels tout court, des volontés aussi des patients, des résidents et de leurs familles, et puis aussi des citoyens. Donc cette innovation managériale, elle doit être le reflet de tout ça, elle doit s'adapter. J'aime bien la phrase « penser global et agir local ». L'innovation, même si elle progresse de plus en plus, on entend souvent dire qu'elle se heurte à certains obstacles. Est-ce que c'est vrai ? Et comment on peut lever les freins à l'innovation en santé en France ? Les freins, ils sont divers. Ils peuvent être financiers, techniques, juridiques, psychologiques. Ils peuvent être à tous les niveaux. Et pour lever ces freins, il faut d'abord imposer des standards d'interopérabilité, simplifier l'accès, bien sûr,
Il est aussi nécessaire d'inciter davantage nos professionnels à utiliser des outils tels que le dossier médical partagé. Dossier médical partagé, on en parle depuis que je suis dans la profession et on voit que même si ça a bien évolué, on en parle encore, comme si c'était encore un sujet. Et parfois même, j'entends que c'est encore quasiment en discussion. Il faut dépasser tout ça. Il faut aussi sortir évidemment d'une communication anxiogène sur l'usage des données santé. Quand on parle de ce sujet à celles et ceux avec qui on travaille, très souvent et trop souvent, on agite des peurs qui empêchent d'avoir un accès aux données. Et aujourd'hui, c'est nécessaire de travailler sur ces données de santé pour évidemment les exploiter, non seulement dans le sens d'une meilleure santé, d'une meilleure organisation des soins, mais également en matière de recherche et d'innovation. Alors pour encourager l'innovation, il est essentiel de simplifier les démarches, de rendre notre écosystème plus lisible. Il faut aller vers davantage de guichets uniques, de procédures accélérées, mais aussi par un meilleur recensement et surtout une meilleure communication autour des appels à projets existants. Trop d'acteurs ne savent pas à quelle porte frapper ou passent à côté d'opportunités faute d'informations claires. Alors bien sûr, il faut un financement dédié. Il doit se faire par des dispositifs comme on connaît l'article 51 de la loi de financement de sécurité sociale que j'avais lancé d'ailleurs avec Agnès Buzyn quand elle était ministre de la Santé et des Solidarités. Et une évaluation proportionnée aux risques qui sont essentiels pour donner une chance réelle d'aboutir et d'être généralisé. Puis enfin, il faut renforcer la coopération entre les acteurs de l'innovation, ce qui suppose de créer de véritables écosystèmes collaboratifs qui associent hôpitaux, universités, cliniques, ARS, start-up, laboratoires, toutes celles et ceux qui inventent et qui aujourd'hui ont besoin de relais, de se faire connaître et de travailler ensemble parce qu'on ne peut pas travailler tout seul en matière d'innovation. Alors, un tiers-lieu comme le 80 à Marseille, qui illustre bien cette dynamique en offrant un espace neutre où les professionnels, chercheurs et entrepreneurs peuvent co-concevoir, tester, partager des solutions. Quand j'étais à Bordeaux, j'avais créé en 2019 un cercle de l'innovation. Notre idée, dès le départ, c'était 1, d'avoir une cartographie de ce qui se passe et 2, de pouvoir aider au maximum celles et ceux qui s'engagent. Il faut absolument rassembler tout ça, voir si ça peut marcher et si ça rentre dans notre écosystème. L'innovation, elle existe à l'hôpital, elle existe dans le médico-social, elle existe dans les cabinets libéraux. Et l'enjeu, c'est d'y adosser systématiquement la gestion de projet pour passer de l'idée au déploiement. Et finalement, le rôle du directeur dans tout ça? Ce qui me frappe particulièrement, c'est que les directeurs, qu'ils soient chefs d'établissement ou directeurs adjoints, ne s'engagent pas assez sur ces sujets. Moi, j'aimerais bien que dès l'école, que dès la formation et tout au long de la vie, on s'engage sur l'innovation. Il faut que le directeur ou les directeurs ils aient du répondant sur ces sujets. Ils ne peuvent pas tout savoir, mais au moins, il faut qu'ils aient un regard neuf sur le sujet et qu'ils accueillent volontiers les idées des uns et des autres. Moi, j'ai souvent vu, parfois, par exemple, j'avais eu le cas à Angers d'un interne qui avait une super idée, qui voulait créer sa start-up, il ne savait pas trop comment commencer. Et puis, on en avait discuté, je l'avais mis en relation avec plusieurs personnes et ça avait marché. Aujourd'hui, il a fait une start-up qui marche extrêmement bien en France et 12 ans plus tard, il est vraiment leader sur son domaine. Il a tâtonné et finalement, c'est pas grâce à moi, mais c'est à l'ensemble des directeurs. On a pu l'orienter à un moment donné. Et ça, je pense que c'est très valorisant pour une équipe de direction. Quelle est la place de l'ARS dans l'innovation aujourd'hui? Comment on peut faciliter cette innovation au niveau de l'ARS? Et quel est votre point de vue sur le rôle de l'Agence régionale de santé en tant qu'ancien directeur de CHU? J'ai un parcours assez varié avant d'arriver à la tête d'une agence régionale de santé et c'est vrai que je ne souhaite pas que notre ARS soit un dispositif trop administratif et trop technocratique. C'est d'ailleurs pas le cas. Par exemple, on va organiser une grande journée sur l'intelligence artificielle en janvier 2026. L'idée là, c'est pas de réinventer la poudre, mais c'est de mettre en avant les projets qui fonctionnent et ne pas être totalement BA devant l'intelligence artificielle, mais ne pas non plus avoir de crainte ou de peur pour justement faire de l'IA une chance pour nous. Donc pour l'Agence régionale de santé, c'est à la fois appliquer de l'intelligence artificielle au quotidien et c'est également être leader, mettre en valeur des projets et des grandes orientations nationales. Et les agences aujourd'hui, elles disposent de plusieurs leviers. Levier financier pour soutenir l'innovation santé, je pense bien sûr au FIR,
le fonds d'intervention régionale que l'on connaît bien et qui permet de financer des projets pilotes qui visent à améliorer l'organisation des soins. Les FIR, ça marche très bien, c'est très souple par rapport à d'autres administrations et ça nous permet aujourd'hui d'avoir une marge de manœuvre qui est assez importante. Il y a des appels à projets nationaux ou régionaux et puis parallèlement, on a un foisonnement de projets locaux, souvent portés par des tiers-lieux dédiés à l'innovation qui favorisent la créativité. Les ARS, elles ont un rôle fédérateur sur l'innovation au niveau régional. C'est vraiment un état d'esprit que je souhaite impulser au sein de l'agence. Et comment on innove dans une administration comme l'Agence régionale de santé? C'est pas toujours évident d'innover dans une administration comme une ARS, mais c'est pas pire qu'ailleurs. Parce que les ARS, elles ont une grande souplesse. Il y a des personnes qui sont extrêmement intéressantes dans toutes. Simplement, il faut travailler ensemble pour répondre encore davantage à notre public. Tout le monde a toujours l'impression que l'innovation, c'est pour les jeunes. Et donc, plus on vieillit, plus on se dit « Ouh là là, c'est les plus jeunes qui vont être innovants ». Et comme en général, ce sont plutôt les personnes plus âgées qui dirigent, on voit bien aussi que ça peut créer un petit conflit de génération qu'il ne faut pas négliger. Il faut qu'on lève les craintes qui existent. On a des attentes de plus en plus fortes sur le terrain et donc on doit évidemment évoluer sur nos pratiques. Et l'innovation, elle nous permet ça, elle nous permet de tester de nouvelles méthodes de travail, d'intégrer des outils plus agiles, plus rapides, qui nous permettent de gagner du temps et de gagner du temps essentiel, c'est-à-dire du temps qu'on va consacrer à nos objectifs et à la vision générale. Vous avez déjà écrit sur l'intelligence artificielle et on sait que le sujet vous mobilise particulièrement. Oui, c'est vrai, j'ai déjà réfléchi et écrit sur l'intelligence artificielle en santé, notamment comme président du GRAF. C'est un think tank en santé qui publie beaucoup, qui fait aussi beaucoup de séminaires. Et mon idée d'ailleurs, c'est de faire ça de manière récurrente avec un séminaire annuel et un bouquin annuel sur l'intelligence artificielle parce que ça bouge. Il ne faut pas être béat devant, il ne faut pas non plus en avoir trop peur. Et pour ne pas en avoir peur, il faut la maîtriser. Pour la maîtriser, il faut se former. Il faut la comprendre et il faut en faire un bon usage. On sent que l'IA est en train de transformer peu à peu le système de santé, mais pour passer à la vitesse supérieure, il faut plus qu'un effet de mode. Selon vous, quel doit être le rôle des pouvoirs publics à tous les niveaux pour accompagner cette transformation dans de bonnes conditions? Au niveau européen et national, par exemple, on régule, on centralise les données. La régulation des données de santé repose sur des cadres comme le RGPD, que l'on connaît bien, qui protègent la vie privée. Et puis, on a le AI Act, qui encadre l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le secteur médical. Au niveau national, la régulation sectorielle s'appuie sur des instances comme l'ANSM, par exemple, pour les dispositifs médicaux, qui assurent sécurité, qualité, traçabilité également, parce qu'on le sait aussi, dans toutes les crises qu'on a connues, on a besoin de traçabilité. Puis pour favoriser l'innovation, tout en sécurisant les données, le Health Data Hub, il centralise, il harmonise, permettant de développer de nouvelles solutions dans un cadre légal strict. Cette articulation entre réglementation et centralisation, ça crée un environnement sécurisé, structuré pour l'innovation en santé. Au niveau des agences régionales de santé, l'idée c'est de faire des territoires des lieux d'expérimentation. En renforçant l'organisation et la coopération sur chaque territoire, les agences régionales de santé favorisent l'émergence et la diffusion rapide de solutions innovantes qui sont adaptées à nos besoins locaux, à nos besoins quotidiens, parce que ça aussi, moi j'y tiens absolument. Les réponses que l'on doit donner, elles doivent être des réponses qui ont un cas d'usage. Ça va être utile pour nos professionnels de santé, pour les résidents, pour les patients. Et puis au niveau départemental, les groupements hospitaliers de territoire, ils doivent s'emparer de l'IA. Alors ils le font souvent, pour améliorer les parcours patients, la prévention, l'efficacité des soins. Il faut que tout le monde s'engage sur le sujet, et notamment celles et ceux qui dirigent. Pour que ces initiatives soient réellement efficaces, il faut absolument dépasser le cloisonnement des données de santé en assurant la convergence des systèmes d'information et le partage sécurisé des données entre les établissements. Là aussi, c'est un sujet qui revient sans cesse, un travail difficile manifestement, un travail à la fois culturel, technologique, informatique, un sujet sécurité et puis un sujet bien entendu logiciel et solutions apportées
par celles et ceux qui proposent les outils numériques et les outils de données. Donc, il faut absolument qu'on travaille mieux ensemble entre établissements, entre la ville et l'hôpital. Et cette articulation, elle permet de piloter et favoriser une innovation structurante à l'échelle locale. Et pour finir, est-ce que vous avez un exemple d'innovation qui vous a marqué récemment? Alors, j'ai plein d'exemples d'innovation en tête, mais si je dois en citer une innovation, je pourrais vous parler du projet Medical Delivery du GHT 13. Le GHT 13, c'est le groupement hospitalier territoire des Bouches-du-Rhône, la PHM en tête de file. Et le principe, c'est de généraliser les transports par drone dans des zones difficiles d'accès ou au contraire en zone urbaine pour s'affranchir des contraintes routières. Alors, on soutient à l'Agence régionale de santé ce projet à hauteur de 80 000 € et cette expérimentation est en cours depuis l'été 2025 entre l'hôpital d'Aix-en-Provence et l'hôpital de Pertuis qui est juste au nord des Bouches-du-Rhône. D'ailleurs, le projet est vertueux sur le plan environnemental, ce à quoi je tiens tout particulièrement, puisque l'utilisation du drone permet de réduire de 95% quand même les émissions de CO2 par rapport à un véhicule thermique habituel. Merci beaucoup Yann Dubien pour tous ces éléments. Et pour finir cet épisode, je passe la parole à Maxime Flaou, qui est mon collègue élève directeur à l'ARS PACA. Pour toi, c'est quoi l'innovation? Pour moi, savoir saisir les opportunités qui se présentent. Des gens qui ont des idées, c'est pas ce qu'il manque. Mais encore faut-il savoir fédérer ces innovateurs, travailler avec d'autres partenaires et enfin savoir capter les financements, qu'ils viennent de l'ARS, des appels à projets ou du secteur privé. Et finalement, pour moi, c'est l'ensemble de ces ingrédients qui permettront de faire de notre hôpital de demain un incubateur d'innovation en santé. Et qu'est-ce que tu retiens de tous ces échanges? Ce que je retiens de l'interview de Yann Dubien sur l'innovation en santé, en tant que futur directeur d'hôpital, c'est deux choses. Premièrement, l'innovation, c'est l'affaire de tous, peu importe le statut. Ensuite, en ce qui concerne le rôle d'un directeur d'hôpital, je le conçois comme un maillon facilitateur dans la chaîne de l'innovation de son établissement et sur son territoire. Comment? En y posant finalement les conditions propices à l'innovation. Et pour ça, on institue un cadre de travail fédérateur, par exemple, comme le mentionnait Yann Dubien au CHU de Bordeaux. Vous venez d'écouter un épisode de Fil Directeur, le podcast porté par la promotion des élèves directrices et directeurs d'hôpital Madeleine Riffaut. Merci à nos invités et merci à vous d'avoir partagé ce moment d'écoute. Si ce témoignage vous a inspiré, questionné ou simplement donné envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager cet épisode et à suivre les prochains sur votre plateforme d'écoute préférée. Fil Directeur, l'hôpital de demain, ça commence ici et ça continue avec vous. À très bientôt!